Bonjour à tous et bienvenue dans CyberTalk, le podcast de la Cybersecurity Coalition, podcast mensuel dans lequel j'ai le privilège d'interviewer des personnalités du monde de la sécurité en ligne. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui, allez soyons honnêtes, s'il peut paraître un petit peu complexe à première vue, n'en est pas moins particulièrement important dans le monde de la cybersécurité. Je veux parler de la cryptographie post-quantique. Et pour parler de ce sujet aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et honneur de recevoir dans CyberTalk deux stars du monde de la cryptographie post-quantique, on va parler de ce que c'est tout à l'heure, qui sont Isabelle Noblesse, qui est, si je ne me trompe pas, responsable Product Security Roadmap chez Swift, et Jean-Charles Faugère, Chief Technology Officer, donc CTO, dans le domaine c'est ce qu'on dit, chez Cryptonext Security. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre. Est-ce que je peux déjà me permettre de vous demander quelques détails sur vous et surtout sur la place de la cryptographie post-quantique dans votre vie de tous les jours? Dans mon rôle en cybersécurité chez Swift, mon team est responsable de la cryptographie et ça fait maintenant plus de 5 ans que nous sommes occupés à travailler sur la cryptographie post-quantique et la préparation pour cette transition extrêmement importante et critique. Alors, donc moi, je suis Jean-Charles Faugère. Donc, avant de rejoindre, de créer l'équipe de Cryptonext Security, j'ai été directeur de recherche. Et donc, j'ai travaillé depuis une vingtaine d'années dans ce domaine de la cryptographie résistante à l'ordinateur quantique, dite post-quantique. Et donc, c'est quelque chose qui occupe une grande partie de ma vie. Et c'est le fondement, en fait, de la création de cette société Cryptonext Security. Voilà, donc on a vraiment deux personnes qui connaissent bien le domaine, mais avant de parler de cryptographie quand même, on va parler de cryptographie post-quantique, j'aimerais juste qu'on fasse une petite introduction sur qu'est-ce que l'informatique quantique. Alors en termes simples s'il vous plaît, mais en gros, qu'est-ce que l'informatique quantique et en quoi est-ce qu'elle diffère des ordinateurs classiques? Alors, la manière dont l'information est traitée par un ordinateur quantique est assez différente de la manière dont elle est traitée par un ordinateur classique. Dans le cas d'un ordinateur classique, un bit peut prendre une valeur de 0 ou de 1, alors que dans le cas d'un ordinateur quantique, un bit quantique peut être dans un état entre 0 et 1, se basant sur les propriétés quantiques de superposition. Et cette faculté rend ainsi les ordinateurs quantiques bien plus performants pour résoudre certains types de problèmes complexes, à savoir des problèmes qui bénéficient de cet avantage au moyen d'algorithmes quantiques qui permettent en fait de diminuer le niveau de complexité de ces problèmes. Donc, les ordinateurs quantiques ne vont pas remplacer nos ordinateurs actuels, mais plutôt les complémenter en se spécialisant dans certaines tâches précises pour lesquelles on atteint les limites des ordinateurs les plus performants aujourd'hui. Je vais vous challenger un petit peu là, parce que l'ordinateur quantique, moi j'en entends parler depuis, je sais pas, presque 20 ans. Et il y a 20 ans, on me disait, fais attention, ça sera là bientôt. Et puis peut-être même avant 20 ans. Et puis 20 ans plus tard, on sait qu'aujourd'hui, on n'est pas encore totalement abouti. On en est où aujourd'hui? Et j'ai envie de dire, est-ce que vous avez un peu une idée de quand est-ce qu'on va pouvoir attendre ce premier ordinateur quantique fonctionnel? Alors, je parle d'un expert de l'ordinateur quantique. Il faut savoir que des ordinateurs quantiques, il en existe déjà maintenant, des petits, à petite taille. On peut même en acheter. Et surtout, j'aime bien citer une étude, par exemple, du Boston Consulting Group, du BCG, qui a fait une étude parmi des experts du domaine quantique et qui estime qu'il y aura des ordinateurs quantiques suffisamment puissants pour casser la cryptographie, donc ça va être le sujet du jour, aux alentours de 2030-2035. Donc voilà, il y a une sorte de consensus pour dire que l'ordinateur quantique très puissant et qui attaque donc la cryptographie actuelle, ça va arriver à cet horizon-là. Oui, donc c'est presque demain, ça, finalement. Mais alors, si je retourne vers toi, Isabelle, parce que, en fait, tu l'as un peu expliqué, mais de manière un petit peu plus précise, pourquoi est-ce qu'on pense que ces ordinateurs quantiques représentent une telle menace pour la cryptographie actuelle? En fait, la force de la cryptographie actuelle s'appuie sur des méthodes mathématiques réputées trop complexes pour être résolues sur une durée raisonnable, en tenant compte de la capacité actuelle des ordinateurs quantiques.
Or, il y a un algorithme inventé par Shor qui permet en fait de résoudre bien plus efficacement ces problèmes mathématiques réputés trop complexes et qui sont à la base de notre cryptographie actuelle. Quels sont les algorithmes cryptographiques alors qu'on utilise aujourd'hui et qui sont les plus menacés finalement? Déjà aujourd'hui, j'ai envie de dire. Ils vont être menacés donc principalement dans le futur, quand on aura des ordinateurs quantiques suffisamment puissants que pour représenter une menace. Et le type d'algorithme, en fait, ce sont des algorithmes dits asymétriques ou basés sur l'utilisation de clés publiques qui sont impliquées dans la génération de signatures digitales ou dans l'échange sécurisé des clés symétriques de cryptage à la base de protocoles de communication sécurisés largement répandus. Donc ce sont des algorithmes sur lesquels repose la confidentialité des communications, l'intégrité des données, l'authentification des sites web par exemple, et la non-répudiation de signatures. On dit c'est dangereux, c'est très très dangereux parce qu'aujourd'hui finalement toute notre vie en ligne est basée sur le numérique et elle est basée sur la cryptographie et sur la protection des données, des échanges de données, du stockage de données, d'informations, les mots de passe. Enfin, je veux dire que on s'en rend pas compte aujourd'hui, enfin on ne se rend pas compte finalement aujourd'hui à quel point la cryptographie c'est le quotidien de ce qu'on fait en permanence. Enfin, je sais, moi, mon ordinateur, mon disque dur est encrypté. Et donc, si on me vole mon ordinateur aujourd'hui, normalement, sans mon mot de passe, on ne doit pas pouvoir accéder à mes données. La cryptographie, finalement, elle est partout. On peut même dire que s'il n'y a plus de cryptographie, il n'y a plus d'économie numérique. Donc ça montre l'ampleur du problème. D'ailleurs, il y a une série en ce moment dont le nom va peut-être me revenir sur Apple TV, où justement, c'est l'histoire d'un génie dans une université anglaise qui a découvert un moyen de casser les algorithmes de cryptographie basés sur les nombres premiers et que finalement quasiment toutes les agences de sécurité du monde lui courent après parce qu'ils veulent l'avoir et en même temps ils veulent surtout que ça ne se sache pas parce qu'ils ont peur que les autres les attrapent et que finalement tous les secrets d'État soient ouverts à l'ennemi ou même à l'ami mais qui est dans un autre pays. Donc c'était finalement réaliste. J'ai beaucoup aimé cette série. Je ne sais pas si vous l'avez vue d'ailleurs. Non, mais c'est très réaliste en effet. Les algorithmes actuels sont basés sur des fonctions qui sont faciles à opérer dans un sens, typiquement le cryptage, mais difficiles à inverser, le décryptage. En tout cas, sans disposer de la clé privée adéquate. Mais cette inversion, elle, sera nettement facilitée par les ordinateurs quantiques. Donc, en effet, tout ce qui est encrypté pourrait être révélé. Et de même, les signatures, on pense aux signatures qui sont appliquées sur des données à long terme, par exemple des contrats, pourraient être mis en cause en fait, pourraient être mis en doute et on pourrait penser qu'elles ont été générées, qu'elles ont été forgées de manière malicieuse dans le futur. On va parler directement alors du cœur du problème, du cœur de votre expertise, qui est la cryptographie post-quantique. J'ai une petite question, parce que moi, quand je lis cryptographie post-quantique, ça veut dire la cryptographie après le quantique, donc une fois qu'on aura un ordinateur quantique. Mais attention, tu m'as dit qu'il y en avait déjà, donc ça veut dire quoi en fait ce terme? Alors, Alexandre, non, là, il y a une petite erreur d'interprétation. Ce mot de post-quantique est en fait très mal choisi. On devrait plutôt parler de cryptographie résistante à l'ordinateur quantique. Quantum safe, on emploie le terme en anglais. Mais malheureusement, ce terme de post-quantique, de crypto PQC aussi, eh bien, est maintenant complètement établi. Mais vraiment, il faut retenir que c'est la cryptographie de nouvelle génération qui va être capable de résister à un ordinateur quantique, et donc qui n'est pas magique non plus, l'ordinateur quantique, et donc qui ne résout pas tous les problèmes de manière très efficace. Ok, alors, je te relance dessus, mais est-ce que tu peux m'expliquer clairement, ça veut dire simplement, hein, parce que je sais que toi tu es un expert, moi alors pas du tout, ce que ça implique finalement, cette cryptographie post-quantique? Ce que ça va impliquer, en fait, c'est le sous-jacent des problèmes mathématiques qui sont utilisés quand on veut construire un algorithme de cryptographie. Donc les plus connus, c'est par exemple RSA, donc qui est très connu. Et dessous, le problème mathématique, casser RSA, ça équivaut à casser en fait le problème de factoriser des nombres entiers de très grande taille. Et donc ces problèmes, qui sont tous issus de la théorie des nombres, il se trouve que l'ordinateur quantique sait les résoudre de manière très efficace. Donc la cryptographie post-quantique, l'idée c'est qu'on va remplacer les briques mathématiques par des nouvelles briques avec des problèmes différents,
certains problèmes sont assez nouveaux, et qui vont être résistants à l'ordinateur quantique. Voilà, c'est ça le sous-jacent. Et après, l'idée étant que la cryptographie post-quantique, bah, ça va être un équivalent de la cryptographie à clé publique qu'on connaît aujourd'hui. On va pouvoir faire pratiquement, en première approximation, les mêmes opérations qu'on faisait auparavant. Il y a ces notions de clé privée, clé publique, par exemple. Ça va être la même chose. Mais le sous-jacent mathématique va être bien plus résistant aux ordinateurs quantiques. Mais qu'est-ce qui fabrique ça alors, ces nouvelles briques? Ces briques, bah, heureusement, et c'est pour ça que je mentionnais tout à l'heure, travailler depuis une vingtaine d'années dans ce domaine-là, du côté de la recherche académique, les chercheurs, depuis les années déjà 80, avaient étudié, alors c'était vraiment des sujets théoriques, des cryptosystèmes basés sur d'autres mathématiques que RSA. Alors, pendant 30 ans, c'est resté un sujet purement académique, puisque ces cryptosystèmes vont avoir des caractéristiques qui sont moins pratiques en termes de taille de clé, de mise en œuvre, que RSA, mais heureusement, il y a tout un corpus de recherche qui a été fait pendant cette période, qu'on va pouvoir ressortir maintenant qu'il y a ce besoin. Parce que c'est vrai que moi, quand j'entends ça, j'ai déjà suivi des conférences sur tout ce qui était cryptographie au niveau quantique, ça fait bien une bonne dizaine d'années aujourd'hui. Et on m'avait parlé d'un concept qui était le Store Now, Decrypt Later, qui est vachement inquiétant. D'ailleurs, je vais vous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Alors en français, ce serait récolter maintenant, déchiffrer plus tard, mais qu'est-ce que ça veut dire et en quoi c'est préoccupant aujourd'hui, ce genre de pratique? En effet, quand on parle du risque des ordinateurs quantiques, on le voit comme un risque futur, donc au moment où on aura développé un ordinateur qui sera suffisamment performant que pour casser la cryptographie actuelle. Mais on se rend compte tout de même qu'il y a potentiellement des impacts sur des données ou des communications qui sont échangées aujourd'hui. Et l'un de ces impacts, c'est en effet Store Now Decrypt Later, qui signifie qu'en fait, l'information qui est échangée aujourd'hui, qui est encryptée et qui ne peut pas être décryptée en utilisant la cryptographie de la force actuelle, cette information pourrait être stockée, donc interceptée, stockée, conservée jusqu'à ce qu'un ordinateur quantique suffisamment puissant soit disponible pour pouvoir la décrypter. Mais attends, je reviens sur ce que Jean-Charles nous disait il y a quelques minutes. Il me dit, Alexandre, attends-toi à ce qu'on ait un ordinateur quantique en 2030-2035. Enfin, je veux dire qu'on y est là. L'information, parce qu'il m'aurait dit, bon, ce sera pour 2060. J'ai envie de dire, les gens qui sont les informations, a priori, on pourra leur donner une sorte de date de péremption. Mais dans 10 ans, dans 5 ans, ça ne sera pas périmé. Comment est-ce que je vais faire, moi? Comment est-ce que je fais, moi? Je réfléchis tout haut, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, quand je vais décider d'encrypter des données, je dois déjà penser à leur péremption et au risque qu'elles soient décryptées demain, finalement. Oui, c'est exact. Donc il faut vraiment pouvoir mettre en œuvre déjà certaines étapes. Donc comment dirais-je? Le processus de standardisation des nouveaux algorithmes est un processus qui a démarré pour l'orchestration du processus par NIST, le National Institute of Standards and Technology, fin 2016. Et donc cette cryptographie a été graduellement développée, elle est passée dans des tas de tests et a été scrutinisée par des experts. Et récemment, donc en août 2024, les premiers algorithmes ont été standardisés. Donc il y a 3 types d'algorithmes, 3 versions pardon, des algorithmes. Un algorithme pour l'échange des clés sécurisées et 2 algorithmes pour la signature. Et donc, en implémentant déjà l'algorithme pour l'échange sécurisé des clés, on a une possibilité de se préserver à l'impact du risque Harvest Now Decrypt Later. Comment est-ce que je peux être sûr aujourd'hui que cet algorithme que je vais implémenter maintenant, il ne sera pas craqué demain quand j'aurai cet ordinateur quantique, je mets des guillemets qui ne se voient pas en audio, mais mature? Alors ça, c'est une question qui se pose déjà même maintenant avec les algorithmes classiques par rapport à un ordinateur quantique. En fait, c'est pas tellement en utilisant un ordinateur classique qu'on va tester en fait la résistance d'un cryptosystème.
En fait, on connaît les capacités d'un ordinateur classique, on connaît les capacités d'un ordinateur quantique, et donc c'est tout un travail de la communauté scientifique, comme l'a expliqué Isabelle précédemment. En fait, tous les cryptosystèmes qui ont été soumis à la compétition organisée par le NIST ont été mis sur la place publique. Et donc, il y en avait plus de 80 au départ, hein. Et donc, il y a tout un tas d'algorithmes qui ont été éliminés, puisqu'ils se sont révélés pas du tout suffisamment sécurisés par rapport à des ordinateurs classiques ou des ordinateurs quantiques. Donc ça, c'est une chose. Et donc, et donc, ce qu'on va vraiment utiliser, c'est les algorithmes qui ont été standardisés, qui ont été retenus par les agences. Donc, on a parlé des agences américaines. Il y a aussi des recommandations qui sont faites par les agences européennes. Et donc ça, c'est un élément. Et puis, le deuxième élément, c'est qu'il y a une certaine biodiversité qui a été introduite. C'est-à-dire qu'on ne met pas tous les œufs dans le même panier. On va avoir des cryptosystèmes basés sur des mathématiques différentes. Donc là, les premiers cryptosystèmes sont basés notamment sur ce qu'on appelle les réseaux euclidiens. Il y en a sur les fonctions de hachage. Là, il y a un algorithme basé sur les codes correcteurs d'erreurs qui vient d'être aussi recommandé par le NIST. Et donc, c'est pas les mêmes mathématiques derrière. Donc aussi, en avance de phase, on prévient le fait que peut-être il y aura un problème sur un de ces algorithmes-là et on pourra changer d'algorithme. C'est ça, on a un backup finalement. On a des backups, voilà. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la crypto-agilité? Ah, clairement, c'est une des raisons pour laquelle, il est recommandé de, pouvoir mettre en œuvre un certain niveau de crypto-agilité. Donc c'est vraiment le but est de rendre la gestion des changements cryptographiques beaucoup plus efficace à l'avenir. Il s'agit en fait aussi de saisir l'opportunité, vu l'ampleur des changements qui vont être mis en œuvre pour adopter la cryptographie post-quantique. C'est aussi l'occasion d'investir dans le futur et d'améliorer cette gestion de la cryptographie, de rendre les changements plus efficaces dans le futur et d'anticiper d'autres changements qui seront peut-être à l'avenir plus fréquents qu'ils n'ont été par le passé. Et si moi demain je dis bon bah tu sais quoi, j'ai mes petits secrets hein, personnels, j'ai pas envie que si un jour je me fais pirater, mes données puissent être décryptées en 2035 avec un ordinateur quantique, je fais comment? Je vais sur Google, je télécharge les nouveaux standards où il y a un outil qui va me permettre de le faire. Ça me demande quel type de machine en pratique, ça veut dire quoi? Alors peut-être il faut dire, si tu utilises le mot de Google, justement, tous les géants américains sont déjà passés au post-quantique, au moins partiellement, hein. Il faut le savoir quand même, quand on fait une bête recherche sur le moteur de recherche Google, par exemple, eh bien, à la fois le navigateur, tous les navigateurs, Chrome, Edge, Safari, Firefox, et puis de l'autre côté, les serveurs, ont déjà migré avec de la cryptographie post-quantique. Et donc, en fait, ta recherche, elle est déjà protégée par rapport à par rapport à cette menace de l'ordinateur quantique. Mais ça, c'est juste une partie, évidemment, de tout l'écosystème. Après, toutes les transactions bancaires, bah, là, il y a encore un énorme travail à faire pour basculer tous ces échanges, tous ces protocoles avec de la cryptographie post-quantique. Donc ils seront potentiellement résistants à l'ordinateur quantique, mais je peux les utiliser, les faire tourner et protéger mes données aujourd'hui avec un ordinateur normal. Exactement, un ordinateur normal, et même sur un téléphone portable, par exemple. En effet, la manière dont ils ont été définis, c'est de pouvoir en fait remplacer les algorithmes, cryptographiques classiques aujourd'hui qui tournent sur nos ordinateurs habituels par une nouvelle manière de résister aux, risques quantiques, mais sans nécessiter de mettre en place un ordinateur quantique parce que ce serait tout à fait, improbable. Déjà, l'étendue des changements qu'on va avoir à mettre en œuvre pour passer de la cryptographie actuelle à la cryptographie post-quantique sur tous les outils qu'on utilise, tous les applicatifs, tous les composants, est déjà un changement vraiment significatif. Alors évidemment, si en plus on devait adopter tous des ordinateurs quantiques pour pouvoir nous préserver du risque, ce serait, évidemment, juste infaisable. Quels sont encore les grands défis aujourd'hui liés à l'implémentation de ces nouveaux algorithmes de cryptographie? Le plus gros défi est peut-être aujourd'hui, de sous-estimer la complexité et donc les efforts et le temps nécessaires à mettre en œuvre la cryptographie post-quantique et par exemple, au départ, de la possibilité d'identifier tout le périmètre complet des changements qu'il faut mettre en œuvre
Donc vraiment avoir un inventaire complet de tous les composants qui aujourd'hui incluent la cryptographie qui est sensible au risque quantique, de mesurer également les impacts, donc par exemple la taille des signatures qui est beaucoup plus grande que celle actuelle, et de pouvoir aussi gérer la transition. Donc comment faire la transition? Par exemple, dans certains cas, il va falloir permettre une coexistence avec les algorithmes actuels pour que la transition soit douce, car tout ne peut pas se faire d'un seul coup. On a aujourd'hui des formations ou des gens formés suffisamment dans le domaine? C'est clairement un défi. Je pense que clairement, et c'est peut-être pas un nouveau problème, je pense que l'importance de la cryptographie a peut-être été sous-estimée dans le passé et peut-être qu'on n'a pas assez, investi, de manière, globale, sur l'expertise cryptographique. Heu, une fois qu'on a des experts cryptographiques, comment dirais-je? Les développer afin de connaître également, les particularités de la cryptographie post-quantique, qui est quelque chose de tout à fait, faisable. On peut commencer avec des expérimentations sur, les nouveaux types d'algorithmes, réfléchir à la transition et tester les différents scénarios de transition. On peut aussi faire appel à des experts externes pour nous aider, des experts académiques, des partenaires pour aider à ça. Mais je pense que dans l'ensemble, en effet, ce serait bien d'investir davantage dans la cryptographie en général et l'évolution vers la cryptographie post-quantique met juste ce phénomène en lumière. Alors, Jean-Charles, on ne fait pas en général de promotion dans ce podcast, mais là quand même, ça vaut le coup. Donc, est-ce que moi, je peux t'appeler si j'ai un problème? J'ai une entreprise, je suis à la tête d'une entreprise pharmaceutique ou je suis CISO dans un secteur bancaire. Je peux appeler Cryptonex Security. Ce sont des genres de services d'analyse que vous amenez à vos clients? Oui, effectivement, et en particulier dans le domaine que tu cites, hein, de l'entreprise pharmaceutique, effectivement, et dans le domaine bancaire, dans le domaine des assurances, tout à fait, c'est des choses qu'on va faire avec ces entreprises et les accompagner aussi pour leur expliquer ce qu'est la cryptographie post-quantique. C'est pas si compliqué que ça, on peut expliquer tout un tas de choses aussi, hein, à condition que ça soit anticipé par l'entreprise et de tout de suite rentrer dans ces phases d'évaluation, de regarder en pratique, ça va être quoi l'impact chez moi de la cryptographie post-quantique. Donc ça, c'est des choses qu'on fait beaucoup, de regarder des cas d'usage métier pour certains de nos clients et d'essayer de voir comment on peut accompagner une transition de la crypto classique vers la cryptographie résistante à l'ordinateur quantique. Dans quelle mesure les entreprises peuvent déjà commencer à se préparer à l'entrée des ordinateurs quantiques? Alors, on l'a dit, hein, il y a toute cette analyse, mais il n'y a pas que ça. Est-ce qu'on n'a pas aussi un souci de sensibilisation? Désolé, mais je reviens un peu il y a quelques années en arrière, quand on a commencé avec la cybersécurité, où déjà la première chose qu'il fallait faire, c'est convaincre le board de l'entreprise qu'il fallait commencer à investir. C'est un problème qu'on revoit aujourd'hui avec la cryptographie post-quantique encore? Ouais, ah oui, oui, je pense que c'est exactement le même type de problème. Il faut absolument qu'il y ait une sensibilisation au plus haut niveau de l'entreprise. Après, évidemment, il faut aussi que les personnes concernées se saisissent du problème. Mais effectivement, vraiment, la chose essentielle, c'est que les plus hautes strates de l'entreprise soient convaincues de la nécessité d'agir et de ne pas attendre. C'est ça, enfin, c'est ça souvent le danger qu'on voit et un peu le retard de l'Europe, malheureusement, par rapport aux États-Unis, où les choses bougent très très rapidement, hein. J'ai mentionné les GAFAM qui bougent extrêmement rapidement sur le sujet. Effectivement, le risque, ce serait de dire, attendons que l'ordinateur quantique soit vraiment là. Et ça, c'est surtout ça qu'il ne faut pas faire. C'est vraiment anticiper, se former, commencer des expérimentations, commencer à inventorier où est ma cryptographie, quelles vont être les priorités. C'est tout ce travail-là qu'il faut faire en premier. Je le sais, parce que, encore une fois, c'est mon domaine, la cybersécurité. Bon, dans certains domaines, dans certains secteurs, ça a bougé relativement vite. Mais dans d'autres, il a fallu attendre qu'il y ait des législations, alors européennes, nationales. On en est où à ce niveau-là, au niveau européen, j'ai envie de dire, ou au niveau national, français, belge, etc. Il y a des législations qui poussent aujourd'hui certains secteurs. Alors les choses sont en train de bouger dans le domaine. Effectivement, on appelle effectivement les agences européennes à délivrer des messages clairs pour la régulation, pour annoncer des dates. Donc là, on sait qu'il va y avoir des obligations qui vont arriver pour passer à la cryptographie post-quantique.
Néanmoins, pour l'instant, il y a plutôt des incitations, des recommandations très fortes pour bouger de manière très urgente sur le domaine. Mais par exemple, la Commission européenne a appelé à faire des mouvements vers la cryptographie post-quantique. Et en gros, il y a un mouvement qui est lancé. Mais effectivement, maintenant, il faut passer à l'étape d'après, avoir vraiment des dates et des obligations pour dire, voilà, à telle date, ça sera obligatoire, au moins pour les entreprises d'intérêt critique, voilà, pour les entreprises critiques, de passer à cette cryptographie nouvelle génération. Mhm. Et est-ce qu'il y a des cas où c'est pas possible? On ne sait pas passer à cette cryptographie post-quantique Alors, les cas qui peuvent être les plus problématiques, ça va être quand on va travailler dans l'IoT, pour certaines puces ou microcontrôleurs, par exemple, où il y a très peu de ressources, en particulier de ressources mémoire. Eh bien, c'est clair que, il y a des processeurs pour lesquels il n'y a même pas assez de mémoire pour stocker juste la clé post-quantique. Donc ça peut être un vrai problème. Mais donc, bon, ça, c'est quand même des cas particuliers. Pour, comme on disait tout à l'heure, hein, pour tout ce qui est ordinateur classique, téléphone portable, là, il y a tout à fait la possibilité de passer la cryptographie post-quantique. Après, il y a aussi une question de moyens, parce que des fois, c'est théoriquement possible de passer la cryptographie post-quantique. Néanmoins, on n'a plus forcément pour certaines applications les codes sources. Et donc là, ça peut être un problème. dans, dans la chaîne, j'ai envie de dire, du transfert d'informations et du stockage aussi. Aujourd'hui, on dit, bon, disons par exemple, prenons un cas de figure, hein, voilà, le secteur pharmaceutique, les téléopérateurs, les services critiques, le nucléaire, disons qu'ils y sont passés. Le fait que d'autres secteurs, eux, ne vont pas l'utiliser, est-ce que ça va poser, un, des problèmes pour eux, parce qu'ils ne seront peut-être pas décryptés, ou deux, est-ce que ça risque d'affaiblir la chaîne? Est-ce que ça peut amener une vulnérabilité au niveau de la chaîne ou pas du tout, ça n'a rien à voir et finalement c'est assez séparé? Bah, clairement, il y a une interdépendance entre, des acteurs, déjà dans un même secteur, clairement, il y a une interdépendance et on est tous, tributaires du maillon le plus faible. Maintenant dans ce qui est, je dirais plus générique, si on prend un exemple, on pense à notre carte d'identité qui, qui est basée sur ou qui, embarque un certificat, PKI. Ce certificat est bien sûr, comment dirais-je, vulnérable au risque quantique. Or, il est utilisé dans plein d'applications. On a Tax on web, on a des tas d'applications vis-à-vis de différents secteurs. Et donc, ça peut avoir un effet boule de neige, en effet, si certaines choses ne sont pas... comment dirais-je, si certaines choses n'ont pas évolué, alors que le reste est peut-être déjà prêt et déjà blindé. On va avoir finalement une situation hybride entre des systèmes protégés post-quantiques et des systèmes non protégés, étant donné qu'ils vont devoir fonctionner en même temps ensemble finalement. C'est possible ça aujourd'hui? C'est possible, il y a certaines manières de s'assurer qu'il y ait, une coexistence, par exemple, entre, la cryptographie actuelle et la nouvelle cryptographie, de manière à ce que, on limite l'impact, en fait, pour, des systèmes qui sont pas encore prêts. On leur permet encore d'utiliser, la cryptographie actuelle, alors qu'on introduit déjà la nouvelle cryptographie pour, d'autres systèmes qui seraient déjà prêts. Globalement, quels sont aujourd'hui les secteurs qui prennent déjà des mesures concrètes? Oui, oui, alors bah, évidemment, les secteurs les plus actifs, ça va être le secteur financier, les systèmes de paiement, les banques, les assurances. Il y a aussi tout le secteur de la défense, évidemment, sans surprise. Le secteur de l'énergie aussi qui commence à se préoccuper de la question. Voilà, c'est les grands secteurs et plus généralement, en fait, toutes les entreprises qui ont compris qu'elles avaient des données qui auraient encore une valeur en 2030, par exemple, bah, commencent à se préoccuper de la question. Alors, c'est pas forcément complètement homogène, hein. Tout le monde n'a pas la même sensibilité, mais voilà, c'est vraiment les acteurs qui bougent en premier. Ok, et si je veux le faire, quels sont les aspects pratiques que moi ou qu'une entreprise doit considérer pour pouvoir choisir une solution post-quantique cryptographie? Au niveau des algorithmes,
clairement, il faut privilégier les algorithmes standardisés et aussi les tester en amont, s'assurer que leur intégration fonctionne bien telle qu'on la prévoit, qu'au niveau des performances, on arrive aux niveaux qui sont, désirés et au niveau des compatibilités aussi avec les solutions actuelles, que ça peut marcher sans impacter la disponibilité des systèmes. Donc une autre partie est évidemment l'interopérabilité. Si on a une coexistence entre la cryptographie actuelle et future, il faut pouvoir tester cette interopérabilité et que ça fonctionne bien. Oui, parce que finalement, c'est sur toute la chaîne, parce qu'on parle maintenant de les encrypter, ces données pour les protéger pour demain, mais j'en ai encore besoin aujourd'hui. Il faut que je puisse les décrypter à la volée quand je les utilise. Aujourd'hui, c'est toute la chaîne qui doit être adaptée. Si je commence à adapter à un endroit, finalement, je dois l'adapter partout. Effectivement, et c'est pour ça que nous, on parle beaucoup de plans de transition. En fait, il y a une telle ampleur du travail, donc il faut cartographier les utilisations de la cryptographie dans l'entreprise, prioriser. Tout n'est pas nécessairement euh, top priorité. Donc il faut cartographier, il faut prioriser, il faut organiser. Effectivement, comme tu le disais, bah, c'est toute une chaîne. Donc il faut regarder de bout en bout quels éléments vont devoir migrer. Et donc ça va du chiffrement, mais aussi des certificats. Par exemple, les certificats qu'on utilise beaucoup en cryptographie, eh ben, aussi ils doivent migrer vers le post-quantique. Mais donc c'est toute une organisation à mettre en place. En effet, c'est l'évaluation de l'impact. En effet, comme dit Jean-Charles, la visibilité sur la priorité, puisque toutes les données encryptées, par exemple, n'ont pas le même risque. Il faut aussi pouvoir expérimenter afin de pouvoir aussi développer l'expertise. On parlait de l'expertise cryptographique auparavant. Et alors, une partie importante, c'est également d'avoir une visibilité sur la préparation de nos fournisseurs dont on dépend pour être ready. Oui, exactement. C'est ça, c'est aller vraiment s'informer auprès des fournisseurs, de demander quels sont leurs roadmaps, en fait, hein, dans le domaine de la transition post-quantique, et s'ils ont bien prévu de migrer vers cette cryptographie-là. Effectivement, et ça fait bouger derrière tout l'écosystème en cascade. Merci, c'est assez clair. On va pas rentrer dans plus de détails. Donc, je pense on a déjà bien décortiqué ce que c'est qu'un petit peu l'informatique quantique, ce que c'est que la cryptographie. Et donc, maintenant, bah, quand on va marier les deux, quels sont les nouveaux risques que l'on va avoir. Moi, j'ai beaucoup aimé vous entendre expliquer bah, la réalité du monde de l'entreprise, que ce soit les grosses entreprises, les différents secteurs et finalement les PME qui vont peut-être pouvoir, j'ai envie de dire, se replier sur leurs fournisseurs qui, eux, devront faire le travail pour eux puisqu'ils vont consommer leurs services. Mais avant de nous quitter, j'ai envie de vous demander, ce que je fais souvent, hein, c'est bah, finalement à chacun de vous deux, quel est le message clé que vous souhaitez, vous, dans dans votre domaine, dans vos connaissances, transmettre à l'auditeur. Et peut-être même, je vais en poser deux des questions, vous choisissez de répondre à l'une ou à deux, c'est aussi bah, où est-ce que je trouve plus d'informations? Parce que c'est bien, Alexandre, ok, cool, maintenant je veux démarrer, je vais où? Clairement, pour moi, le message clé, c'est même si la technologie quantique n'est pas encore suffisamment développée, il faut agir dès maintenant, vu l'étendue des changements à mettre en œuvre et vu surtout les risques si la transition n'est pas terminée à temps. Alors, par où commencer? Premièrement, sensibiliser sa sphère d'influence pour arriver à convaincre les décideurs d'en établir une priorité. Et c'est pas évident, évidemment, puisqu'il y a des choses bien plus urgentes à faire, mais à reporter constamment, on arrivera en fait trop court. Deuxièmement, se préparer en identifiant l'étendue des changements, donc l'inventaire des composants impactés, et en évaluant aussi l'effort nécessaire. L'expérimentation pratique avec les nouveaux algorithmes va certainement amener ça, ainsi que la connaissance pour les équipes qui sont peut-être déjà des experts cryptographiques, mais qui n'ont pas encore été confrontés à la cryptographie post-quantique. Et troisièmement, promouvoir la collaboration avec des experts, avec des partenaires, avec les collègues du secteur pour échanger sur les expériences et progresser ensemble plus rapidement. Et puis alors sur la partie vulgarisation, on trouve maintenant de plus en plus de ressources sur le domaine. Donc sur le site web de Cryptonics en particulier, vous trouverez un certain nombre de livres blancs, de vidéos,
de webinaires qu'on a fait sur le sujet qui expliquent en fait ces enjeux de la transition post-quantique. Mhm. Et peut-être un petit message pour le monde politique en disant pousser un petit peu, protéger votre tissu socio-économique et vos entreprises en parlant avec elles de ce problème et en voyant ce qu'on peut faire pour les aider. Parce que je suppose qu'il y a moyen aussi de soutenir les entreprises, comme on l'a vu avec la cybersécurité, comme on l'a vu avec le GDPR. Ce sont des choses qui ne sont pas, comme je le disais, dans le cœur business de différents secteurs. Ils auront peut-être aussi besoin d'un coup de main financier quelque Ah part. oui, ça, c'est sûr. Et surtout, il ne faut pas, dans cette course à l'ordinateur quantique, on ne sait pas qui seront les gagnants, mais au moins qu'on ait le bouclier et donc pas se laisser distancer par l'Amérique, par la Chine sur ces domaines-là. Et donc, il faut absolument que les politiques prennent des décisions maintenant très rapidement sur le sujet. Oui, c'est ça. Et c'est un peu ce qu'on disait aussi dans la préparation de cet épisode, c'est que si on attend trop longtemps, on risque de devoir le faire trop vite et on risque de le faire mal. Très clairement, puisqu'on touche vraiment au cœur, de la sécurité. La cryptographie, c'est ce sur quoi notre sécurité s'appuie. En effet, si on est, pressé par le temps, on risque en fait d'introduire encore plus de problèmes qu'on en résoudra. Merci à tous les deux pour votre participation à cet épisode de CyberTalk, le podcast de la Cyber Security Coalition. Moi, j'ai beaucoup appris sur ce sujet, comme je le disais, qui pouvait être un petit peu hermétique à premier abord, mais finalement, il y a une forme de logique. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans la partie technique, mais il y a une forme de logique qui est très proche de ce qu'on voit en cybersécurité en général et en protection des données. Sachez, si vous nous écoutez, que vous pouvez retrouver toutes les informations sur la coalition sur son site internet www.cybersecuritycoalition.be en un mot, bien évidemment, et comme d'habitude, le lien sera dans les notes de l'épisode. Si vous n'êtes pas membre, pas encore membre de la coalition, eh bien, vous pourrez aussi trouver toutes les informations pour le devenir sur le site de la coalition. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, suivant le moment où vous nous écoutez, et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de CyberTalk. Prenez soin de vous et de votre sécurité en ligne.